Coucou la communauté des French Learners ou des apprenants du français. Aujourd'hui, je continue la série Pause Café et si vous voulez écouter l'entretien que nous allons avoir avec Bertrand, allez sur mon site aliceayel.com parce que vous pouvez l'écouter aussi en podcast. Et si vous voulez acquérir le français de manière naturelle en écoutant des histoires, allez sur mon site et rejoignez la communauté des apprenants du français sur aliceayel.com. aliceayel.com pour acquérir le français naturellement. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Bertrand Mourier. Bonjour Bertrand. Bonjour Alice, comment vas-tu? Très bien. Alors Bertrand, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à la communauté? Où est-ce que tu habites? Bien sûr. Bonjour à tous. Bon, comme tu l'as dit, je m'appelle Bertrand. J'habite au Brésil depuis une vingtaine d'années. Ouais. Je vis ici, je vis à Belo Horizonte, dans l'état de Minas Gerais, dans les montagnes au centre du Brésil. Et je suis venu ici pour des raisons professionnelles à la base. J'ai maintenant construit ma famille au Brésil. Ça fait 23 ans exactement que j'habite ici. Et, et donc, voilà, français et lusophone. Et, et je travaille ici. J'ai une femme et deux enfants. Et voilà, on va discuter un petit peu plus. Tu me poses des Oui, questions et oui. on avance sur les sujets. Voilà. Je suis très heureuse parce qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui sont abonnés à ma chaîne. Il y a beaucoup de D'accord. Brésiliens qui regardent mes vidéos. Beaucoup de Brésiliens qui aiment la culture française, la langue française. Donc, tu dis que tu es lusophone. Cela Oui, signifie que tu parles le portugais. C'est ça, que je parle le lusophone. portugais. C'est un mot Voilà. un peu étrange, n'est-ce pas? Parce qu'on ne dit pas portugophone, on dit Non, lusophone. voilà. La lusophonie. Voilà. Tu sais pourquoi? Et, Tu sais pourquoi, Bertrand, lusophone? Moi, oh non, faudrait regarder le dictionnaire, oui, on dit en portugais à lusophonie. Oui, mais je pense que ça vient des peuples certainement qui ont occupé le Portugal anciennement. Il y avait certainement des peuples qui avaient cette racine, ce radical Oui. étymologique. Une bonne question à chercher. Voilà. Et, Donc, et je donc, dis, oui. si des Brésiliens écoutent ta chaîne, on aura certainement des sujets en commun dans l'entrevue et qui permettra d'avoir des repères un petit peu pour eux et de comprendre cette conversation en français. Oui, oui, exactement. Mettez dans les commentaires si vous habitez à Belo Horizonte. Voilà. Aussi, peut-être qu'il y a des Brésiliens qui nous regardent, qui habitent dans cette belle région du Brésil. Oui. Est-ce qu'il y a une grosse communauté francophone où tu habites, Bertrand? Pas tellement, non. La communauté française est très concentrée sur Rio et São Paulo. Mhm. Après certaines grandes villes comme Belo Horizonte, on a quand même des représentants, mais des communautés qui sont assez réduites finalement. Donc on a des petits groupes de personnes qui se connaissent. Euh, pour la région ici de Minas Gerais et pour la ville de Belo Horizonte en particulier, je vois qu'il y a beaucoup de Français qui ont fondé des familles ici et qui ont des attaches un petit peu plus fortes. Pas tellement de gens de passage, pas Mhm. tellement de public expatrié comme il y a beaucoup à São Paulo ou à Rio, avec toujours le public des grandes entreprises françaises qui sont présentes localement. Ici, non, plutôt des gens qui sont enracinés et qui ont créé une famille ou qui ont des liens familiaux d'une façon ou d'une autre. Mhm. Quand tu es arrivé au Brésil, Bertrand, est-ce que tu Mhm. es
tout de suite aller à Belo Horizonte ou tu as… Alors non, non, j'ai vécu un petit peu dans le sud du Brésil. J'ai commencé, j'ai passé 2 années, j'ai travaillé à Curitiba, qui est la capitale de l'État du Paraná, Mhm. donc la région sud du Brésil. Euh, alors j'y suis allé parce que à l'époque j'étais coopérant au service national. Je trouve que c'était une formule vraiment intéressante. Alors aujourd'hui, elle existe encore, mais elle a changé. Aujourd'hui, c'est les VIE qui existent. À Qu'est-ce que l'époque, c'est? c'était… Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est en fait une façon à l'époque, on pouvait faire son service militaire national en forme civile. C'est-à-dire que si on avait un contrat avec une entreprise française Hmm. et qui nous embauchait pour travailler en mission à l'étranger, on pouvait transformer le service militaire en un service civil. C'était Hmm. un petit peu plus long, mais c'était, je trouve, une belle option en fait. Et moi, j'ai fait cette option et j'ai travaillé donc pendant 2 ans dans le sud du Brésil. Et ensuite, le service militaire en France a été aboli dans Oui, sa forme obligatoire. oui. Mais je sais qu'il existe une forme encore volontaire de faire ce type de mission qui s'appelle aujourd'hui VIE. C'est le volontariat en entreprise. Mhm. Et donc, il y a encore des jeunes diplômés qui peuvent travailler dans des entreprises françaises à l'étranger. Et en fait, c'est des formes subventionnées, c'est-à-dire que Mhm. l'entreprise y trouve son compte parce qu'elle ne paye pas ou paye pas intégralement le salaire de ces personnes. Mhm. Et il y a sans doute un ministère, alors je ne sais plus quel ministère, mais qui subventionne ces jeunes et la France reconnaît cet effort en fait d'internationalisation des entreprises. C'est pour Mhm. ça qu'il y a des subventions. Mhm. Donc, tu es arrivé là-bas, en fait, tu pensais y aller au Brésil temporairement, donc juste pour Oui, 1 an ou 2 ans, non? C'était 1 an. exactement. C'était 16 mois. Je pensais y rester pendant 1 an et demi à 2 ans. Et puis, finalement, les circonstances de la vie ont fait que je suis resté beaucoup plus longtemps que ça. Est-ce que Donc, tu je as eu un suis… coup de foudre? Tu es tombé Euh, amoureux du Brésil, Bertrand? oui, mais pas immédiatement. Pas Ah, immédiatement. Le Brésil est un pays, je dirais, qui est assez difficile à comprendre. Euh, c'est un pays, vraiment, c'est un pays qu'il faut vivre pour comprendre oui. dans les détails comment les gens sont et comment se déroule la vie. Donc, j'avais pas de… Non, c'était pas un coup de foudre immédiat, mais c'est un pays qui a beaucoup de charme et finalement, ça fait 23 ans que je suis ici. Voilà. Je pense que c'est pareil, c'est la même chose pour n'importe quel pays. Oui, oui, Il sans doute. faut, bien, il y a on a une certaine culture, une certaine éducation, et quand on arrive dans un nouveau pays, il faut s'accoutumer, il faut Oui, comprendre. oui. Voilà. Et Mais j'ai passé 2 années en fait dans le sud du Brésil, dans une entreprise française et où il y avait beaucoup de Français présents sur place. Et ah, puis, beaucoup de gens qui venaient d'autres régions du Brésil. On avait aussi beaucoup des collègues argentins sur mhm, place. Donc, en fait, on était tous un petit peu, on était tous en fait déplacés et on vivait dans notre noyau. mm, Et, et donc, ça fait un petit peu cette ambiance, je dirais, d'expatrié. mm, Hein. Euh, et puis après, quand je suis venu habiter ici à Minas Gerais, c'était vraiment différent parce que je suis un des seuls Français dans l'entreprise où je travaille, un
donc la communauté française est plutôt petite ici. Et donc là, on est vraiment intégré dans la communauté brésilienne. Oui, Entre guillemets, on va dire, tous mes amis sont brésiliens et tous les gens qu'on côtoie au jour le jour. Donc, c'est différent. Voilà. oui. Mais quand Ouais. tu es arrivé au Brésil la première fois, tu connaissais déjà le portugais? Enfin, le portugais brésilien, Non, parce que pas c'est vraiment. différent un peu du Oui. portugais Portugal. Hmm. Non, non. En fait, j'ai appris l'espagnol à l'école en France, comme beaucoup. D'accord. Espagnol pour moi. Oui. J'ai toujours beaucoup aimé l'espagnol et je voulais vivre en Amérique latine. Donc, j'avais étudié en Argentine avant. Donc, je connaissais bien l'espagnol. L'espagnol m'a beaucoup aidé au début au Brésil, Hmm. notamment pour les conjugaisons. Hein. Vraiment, il Oui. y a une racine de langue qui est commune Oui. et connaître la grammaire espagnole m'a énormément aidé en portugais. Mais je suis arrivé au Brésil à l'aéroport. On est venu me chercher. On m'a dit, tiens, voilà, ça c'est ton bureau, ton ordinateur, ton téléphone. Voilà ton travail. Donc, les premiers mois, comme beaucoup, j'ai parlé portugnol. Et la progression est finalement assez rapide grâce à cette grammaire espagnole qui était bien ancrée puisque j'avais habité en Argentine avant. Hmm. Et donc, ça m'a permis de pratiquer rapidement et de comprendre assez rapidement la langue de base, on va dire, Hmm. portugaise de Brésil, et de pouvoir me communiquer au moins formellement avec les collègues au travail. Hein. Hmm. Voilà. Mais je pense que oui, pour la compréhension, ça a dû être facile parce que, par exemple, moi, je parle couramment l'espagnol et je comprends très Mhm. bien le portugais, mais Oui, quand je parle, j'ai des problèmes de prononciation parce que je parle en oui, espagnol. Donc, les oui, Portugais pensent toujours que je suis espagnole. Est-ce que oui, toi, tu as eu les mêmes problèmes au début quand tu parlais oui, euh, avec oui, 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 la manière de parler qui est très différente. La prononciation est oui, complètement différente, les intonations, tout est différent. oui. Euh, exactement, c'est une bonne réflexion. Euh, on a des problèmes, alors entre le français et le portugais, oui, on se comprend et on lit Oui, surtout facilement, oui, oui. euh, mais les sons sont très différents. Hmm, Donc, il y a un moment où je me suis dit, Bertrand, il faut que tu apprennes vraiment les sons hmm, parce que c'est comme ça que tu vas arriver à parler un petit peu plus et à te faire comprendre. Alors, comme français de naissance, je crois qu'on perd jamais vraiment les sons que l'on a de la langue française. Et donc, c'est pas parfait, mais je crois que c'est fondamental d'apprendre les sons de la langue nouvelle. hmm. Donc, c'est vrai pour nous Mais qui apprenons. comment tu as fait, Bertrand, pour améliorer ta prononciation et apprendre les sons? Tu as beaucoup répété ou comment tu as fait? Je sais pas te répondre. Je ne sais pas te répondre. Et je me rends compte aujourd'hui il y a beaucoup de Français qui vivent ici depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans et qui n'arrivent toujours pas à prononcer les sons portugais correctement. Alors, je prétends pas prononcer parfaitement, mais je vois qu'il y a beaucoup de Français qui ne font pas l'effort de prononcer les sons correctement. Donc, il y a forcément, oui, un exercice de répétition pour essayer de les prononcer de la meilleure façon possible. Hein. Ou peut-être parce que tu étais dans un environnement où tu entendais beaucoup de portugais. Alors à la Oui, fin, oui. peut-être que ta prononciation s'est améliorée aussi. J'ai travaillé pendant beaucoup d'années dans les achats et je devais, avec mes collègues,
faire des contrats. Je crois que ça m'a beaucoup aidé. En fait, Tu devais négocier, c'est ça, parler? Négocier et puis rédiger des contrats en portugais. Donc, par le travail, oui, je pense que ça a beaucoup aidé. Ah, donc tu penses aussi que l'écriture t'a aidé, peut-être? Oui, oui, oui. Rédiger les L'écriture contrats. d'un langage formel aussi. Oui. Hmm. L'écriture vraiment d'un langage formel. Oui. C'est très intéressant pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent et qui veulent améliorer la façon dont ils s'expriment en français. C'est toujours intéressant de voir les expériences de chacun, de connaître. Oui. Et de la même façon qu'on a des sons bien spécifiques dans la langue portugaise, quand je discute parfois avec des Brésiliens ici et qui me posent des questions sur la langue française, on a des sons typiques en français qui sont difficiles pour eux. Oui. Et donc, je dirais, l'icône le plus classique, c'est le U, la lettre U, et tous les mots qui contiennent la lettre U. Mais aussi beaucoup de sons, quand je leur dis, on a en, un, on, un, ouin, des sons comme ça. Oui. Mais c'est tout pareil. Non, c'est bien différent. Et donc, de la même façon qu'il existe ça dans d'autres langues, on a ces sons-là en français et je pense que c'est intéressant de s'appliquer à essayer de les prononcer de la meilleure façon. Oui. Donc, tu es devenu, enfin maintenant tu parles couramment le portugais, le brésilien, on va dire. Tu es considéré, les gens pensent que tu es brésilien quand tu parles. Alors, je peux leur dire que je viens d'une autre région du Brésil. Parfois, ils me regardent, ils me disent peut-être. Mais non, j'ai gardé un petit accent français, mais très peu. Ah, très bien, très bien. Voilà. Et après 20 ans passés au Brésil, est-ce que tu as l'impression d'être devenu un peu brésilien dans les… Oui, Ah, dans les alors, façons d'être. oui, voilà, dans quelle façon d'être? Ça, c'est intéressant. Ce que tu… Non, Est-ce je que tu pense es que toujours aussi râleur comme un Français ou… Enfin, je ne sais pas, peut-être que les Brésiliens aussi sont râleurs, hein. non, mais dans certaines façons d'être, alors peut-être moins râleur. Au Brésil, on a certaines expressions et certains comportements. Euh, c'est un pays où on a énormément de bureaucratie administrative. Donc, Oui, enfin ça, c'est pas très différent de la France, hein, Bertrand. et les Brésiliens ont toujours une tendance à vouloir sortir des bureaucraties administratives en inventant des chemins alternatifs. Ça s'appelle jeitinho. Et donc, voilà, ça fait partie des choses qu'il faut intégrer rapidement si on veut survivre ici. Et ça fait partie des façons de penser que j'ai certainement intégrées. Alors, pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est-à-dire, il y a Jaitio, forcément des c'est un façons. peu c'est comme un peu de la corruption, on dirait. C'est du système D. C'est du système D. Voilà. Non, corruption. C'est du système D. Simplement il faut trouver parfois des solutions que le système n'offre pas. Après, D'accord. la corruption, c'est autre chose, mais ça, c'est aussi, ça fait partie des gros problèmes, politiques nationaux et Oui. internationaux. Ouais. Mais Oui. ici, c'est certainement plus exacerbé ici, c'est sûr. Oui, ou peut-être que aussi c'est plus, on le sait. Alors que en Oui, oui, France, oui. on ne veut pas le savoir, peut-être. C'est peut-être Oui, ça la ici, c'est différence. beaucoup plus exposé, beaucoup plus public. Oui, je pense. Ouais. Mais quand tu es arrivé au Brésil la première fois, qu'est-ce qui t'a peut-être choqué au niveau culturel? Je pense que un des points pour moi qui a toujours été très, très positif ici, c'est le contact naturel avec les gens. Oui. La facilité qu'on a ici
de discuter avec des gens qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on n'a Ah, jamais rencontrés. Ce contact facile, c'est hmm, vraiment quelque chose qui pour moi, est un point très positif au Brésil. hmm. Donc, tu te Euh, promènes dans la rue et tu peux parler à quelqu'un comme ça dans la rue. oui, on peut interpeller quelqu'un sur un sujet. Les gens vont pas trouver ça forcément bizarre. Alors qu'en France, c'est vrai que bon, souvent, on se sent un petit peu. On ne peut pas parler à des gens inconnus de façon naturelle. En tout cas, Oui, moins peut-être à Paris qu'en province, oui. mais Ça ouais, dépend de là où on vit, je pense, ouais, en France. ouais. Si on habite dans un village, c'est peut-être plus Mm. facile. Voilà, Mais voilà. toi, Bertrand, on a oublié de dire que tu viens de la région parisienne, n'est-ce pas? Non, non, Ou moi je viens tu viens de. d'où Non, en non, France? je viens d'une zone rurale. Je Ah, viens d'une d'accord. zone. Non, non, je viens du Jura. Je viens du Jura, je Ah viens oui, vraiment bah, d'une zone rurale. oui. Donc j'étais habitué à vivre dans des villages et des toutes petites villes jusqu'à l'âge de faire des études supérieures. Et seulement à ce moment-là, je suis allé dans des grandes villes. Et c'est peut-être aussi pour ça, d'ailleurs, que j'ai trouvé bizarre le contact humain moins Hmm, important dans les grandes villes. hmm, Et ici, pour le coup, c'est vrai que c'est assez facile, quoi. Les gens discutent facilement. hmm, Les gens écoutent facilement, les gens reçoivent facilement hmm, dans les familles. Euh, et ça, pour moi, c'est intéressant. hmm. Cette chaleur, on va dire, de Oui. moderne Ils qu'il y a au sont Brésil. ouverts. Ils sont Oui, ouverts, même dans les grandes villes, puisque Belo Horizonte, c'est une grande ville. Hmm, c'est une grande ville, oui. Oui. hmm. C'est la troisième ou quatrième ville du Brésil. C'est Ouais, 3,5 millions d'habitants quand même. ouais, quand même. Mais souvent on dit c'est un grand village. Avec 3,5 millions d'habitants, souvent c'est un grand Parce village. que c'est la taille de Paris après. On rencontre souvent des gens qui connaissent des amis, qui connaissent des gens que l'on connaît par ailleurs. Hein. C'est marrant, c'est marrant. Ouais, ouais. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, le Jura, c'est la région qui se trouve à l'est de la France. Il y a des montagnes dans le Jura, euh, à côté À de la côté, Suisse. voilà, à côté de la Suisse. Mais C'est une très belle région. ouais, j'ai habité dans un petit village à peut-être une cinquantaine de kilomètres de la Suisse. Voilà. Ah oui. Mais tu n'as pas l'accent, je trouve. Tu n'as pas Des- l'accent du Jura ou... Non, l'accent pas trop, mais je trouve que parfois j'ai un petit peu un rythme un petit peu plus lent à parler en français. Un petit peu. Oui, parce que les Suisses et cette partie ils sont connus les gens pour parler lentement. Oui. Voilà. Et je trouve que j'ai un petit peu ça. L'accent, non, heureusement pas trop. Heureusement. Mais Bertrand, là en ce moment, donc tu as dit que tu as fondé une famille. Donc Oui, ta femme est brésilienne, n'est-ce pas? Ou oui, elle est... oui. Oui. Et Oui, oui, ma femme est brésilienne. à la maison, quelle langue est-ce que vous parlez? On parle portugais au jour le jour. Hmm. Ma femme comprend le français. Euh, Ma femme comprend le français quand on va en France ou quand on a à discuter avec des amis ou de la famille française. Elle se débrouille bien, mais au jour le jour, pas trop. Donc, c'est plutôt moi qui parle portugais. Et puis, comme je parle portugais au travail, de toute façon, Hmm. naturellement, c'est la langue que l'on parle le plus. Et avec les enfants, ben, j'essaye de leur parler français le maximum. On raconte des histoires en français, on a des livres en français. Voilà, avant de se coucher le soir, des histoires. Souvent, papa prend des livres en français pour raconter aux petits. Voilà. Et eux, est-ce que les enfants, est-ce qu'ils te répondent en français?
Ça, ils commencent parce qu'ils sont encore petits, mais donc Nicolas, mon premier fils, a 4 ans et il commence aujourd'hui à me répondre certaines choses en français. Mm. Souvent, quand je lui parle en français, je me rends compte qu'il comprend parce qu'il me répond en portugais, mais il répond dans le contexte. Donc, c'est Oui, la façon que j'ai de vérifier s'il a bien compris. Et il commence aujourd'hui, à cet âge-là, à me répondre certaines choses en français. Mais c'est un défi, hein. C'est un oui. défi de pratiquer le français au jour le jour avec eux. Ouais. Oui, puisque tu es le seul qui parle français et tu es dans une communauté qui n'est pas très, tu as dit, il n'y a pas beaucoup de Français. Donc, ça doit être un défi, comme tu as dit. Je connais, Voilà. justement, c'est un thème un sujet très intéressant parce qu'il y a beaucoup de familles bilingues Mhm. qui se demandent comment, oui, comment leurs enfants, en général, les enfants comprennent la langue Oui, qui n'est pas dominante, oui, mais ne répondent pas, ne parlent pas. Et il y a beaucoup de oui, parents qui ont des inquiétudes, enfin qui se demandent quand est-ce oui. qu'ils vont parler. Oui, je crois qu'il y a un âge où il y a un déclic qui se fait, et puis peut-être aussi justement de travailler les circonstances, de les mettre devant des situations Hmm, où ils devront pratiquer cette langue, hmm, par exemple avec les grands-parents oui, qui ne parlent pas forcément. hmm, Euh, mais, euh, mais bon, il ne faut pas perdre espoir. Je pense qu'il y a un âge auquel ça se passe. Alors moi, j'ai oui, des amis qui vivent en France qui sont américains et ils étaient désespérés justement parce que leur fils ne parlait pas anglais, il allait à l'école en française hmm, et mon ami se disait, mon Dieu, mon fils va jamais parler anglais. Et puis finalement, quand il a rencontré ses grands-parents américains et qu'il a dû s'exprimer en anglais avec eux, euh, vers l'âge de 5 6 ans, si je ne me trompe, voilà, le déclic s'est fait et l'enfant a commencé à parler en anglais aussi. hmm, Donc, il avait très bien assimilé et très bien hmm, compris. Et il y a un moment où ça fait surface hmm. voilà. Donc, je pense que ça, c'est la preuve que l'apprentissage en immersion, voilà, il Oui, fonctionne. Le cerveau enregistre aussi. oui. Ouais. Le cerveau inconsciemment absorbe tout cet input, Mm. toutes ces histoires, comme que tu racontes des histoires, et à un moment, oui, ça Mm. sort. Voilà. Ça sort Ouais. quand c'est une nécessité. Par exemple, dans ce Mm. cas, il avait besoin de communiquer, de parler à ses grands-parents. Donc, c'est Voilà. sorti. Mm. Ouais. Mm. Et donc, on arrive sur un autre point très intéressant que tu es Mm. en train de faire, c'est que tu es en train de Ouais. créer une flamme. Est-ce que tu peux Mhm. expliquer un petit On en avait parlé déjà Oui, un petit peu ensemble. Voilà, alors une des méthodes que l'on a découvert, je dirais, pour essayer justement d'immerger les enfants dans la langue française, c'est un type d'association qui s'appelle FLAM, donc ça signifie français langue maternelle. mm, Euh, c'est un dispositif qui est soutenu par le ministère des Affaires étrangères, entre autres, et via les consulats et ambassades de France à l'étranger. Euh, et en fait, ces associations ont pour objectif euh, de promouvoir des actions ludiques, des actions culturelles pour des enfants de parents francophones ou des enfants qui ont vécu en France, qui ont des parents d'une autre nationalité, mais qui ont vécu en France et qui ont eu un contact avec la langue française. Et l'objectif, c'est que ces enfants ne perdent pas le contact avec la langue française, mm, qui est une langue maternelle pour eux, mais qui n'ont pas l'occasion de pratiquer au jour le jour. mm. Voilà.
parce qu'il y a certaines grandes villes, hein, par exemple ici à São Paulo, il y a un lycée français, mais où j'habite, il n'y a pas de lycée français, il n'y a pas Mm. d'école française, Mm. il n'y a pas de système d'éducation en français. Donc en fait, on doit créer d'autres dispositifs, et ça c'est un dispositif donc associatif qu'on est en train de mettre en place avec un groupe de parents francophones. Et notre idée, c'est d'avoir tous les mois, au moins une fois par mois, des activités en français pour que ces enfants gardent le contact avec la langue française. Donc, on va visiter des lieux et on essaye de faire des partenariats avec des profs de français pour qu'ils puissent faire avec nous la visite des lieux, mais en langue française. Ah, très bien. On a l'idée d'un club de lecture, donc d'avoir un ensemble de livres et de magazines en français pour que les enfants échangent et qu'on puisse lire des histoires et échanger des histoires en français. Voilà, donc on va avoir un agenda, on va dire, de rencontres mensuelles autour de la langue française avec ce groupe de parents. Et puis, on espère que d'autres parents viendront se greffer sur cette initiative. Oui, c'est une très belle initiative. Mais tu dis, vous visitez des lieux. Vous visitez des lieux au Brésil ou virtuellement? Alors, on peut faire les deux. On peut faire les deux. Mais alors, par exemple, si on veut aller on va dire, à un musée ici à Bello, on va avoir les guides qui vont parler en portugais, mais peut-être en anglais, mais certainement pas en français. Donc, en fait, ce qu'on a en tête, et on a commencé à discuter avec une association de professeurs de français qui existe ici, c'est de faire un partenariat de façon à ce qu'un professeur de français accompagne le groupe et la visite d'enfants et qu'il puisse, lui, faire la visite pour les enfants en français. Ah, très Voilà. bien, très bien. Voilà. C'est Donc, une très bonne idée. j'ai discuté avec une personne qui représente l'association des professeurs de français ici, qui existe. C'est souvent des professeurs qui travaillent dans des universités, dans des facultés. Et donc, l'idée, c'est de faire un partenariat pour permettre ça. Voilà. Très bien. Et aussi, ton travail, c'est aussi de promouvoir la culture, n'est-ce pas? Alors, Tu m'avais dit. oui, c'est vrai. Une partie de mon travail, je m'occupe aussi d'un ciné-théâtre qui est en fait aujourd'hui plus un théâtre et une maison de culture. Et on a aussi bien des représentations musicales, théâtrales, de tout type. Et ça me permet aussi donc d'utiliser de temps en temps ce lieu comme un lieu de rencontre pour les enfants. Voilà. Mais c'est un On peut théâtre, faire des c'est pour... projections. Oui, oui. Pardon. Non, oui, vous pouvez faire des projections, mais tu disais c'est un théâtre français, enfin, c'est pour promouvoir la culture française ou juste la culture en général? Non. C'est une, comment on dit en français, ça a des fois les moments, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais c'est une maison de culture de la ville de Belo Horizonte hein, Oui. qui promeut des événements artistiques en tout genre, hein, des shows musicaux, des pièces de théâtre, des one-man shows, stand-ups et toutes sortes aussi des expositions de peinture, de sculpture. Donc c'est un espace multiple. Mais le fait d'avoir cet espace nous permet de temps en temps d'utiliser le lieu pour pour le but de l'association finalement, Oui. pour aussi avoir une rencontre liée au français. Par exemple, ce mois-ci, on va commencer la diffusion de films du festival Varilux, qui a lieu tous les ans et qui sont donc des films en français
le ciné-théâtre est une des maisons de la ville où il va y avoir la diffusion du festival Varilux. Donc, ça nous permet de faire un événement avec les enfants, avec un support vidéo, un support médiatique en français. Et donc, voilà, on associe finalement les outils qu'on a en main pour essayer de divulguer le français et que donc que ces enfants ne perdent pas le contact avec le français. Donc, c'est un petit peu utiliser, je dirais, toutes les ressources qu'on a à disposition au jour le jour et à chaque fois qu'on peut essayer de promouvoir quelque chose en français. C'est très bien. Et si vous nous écoutez, si vous êtes dans une famille bilingue et que vous voulez que vos enfants gardent le contact avec le français, regardez Flamme. Voilà. Il y a un site des associations Flamme à travers le monde et je pense que sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, il y a également des informations sur les associations Flamme. Qui veut dire, encore une fois, français, langue maternelle. Voilà. Voilà. Parce qu'en français, en France, on aime beaucoup les acronymes et les… Voilà. On aime beaucoup ça. Français, je ne sais pas si au Brésil aussi, ils aiment beaucoup les abréviations et les… Oui, bien sûr. Toujours très friand des abréviations. Très bien. Écoute, c'est très intéressant. Bertrand, merci beaucoup pour cet entretien. Pour terminer cette conversation, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué? Enfin, est-ce que déjà tu es un lecteur ou si ce n'est pas un livre, un film ou qui t'a marqué et que tu voudrais peut-être recommander à ceux qui nous écoutent? Bertrand est un lecteur par phase. Je pense que beaucoup de personnes sont comme toi, Bertrand. Voilà, j'ai des phases où je lis 3 ou 4 livres à la suite et puis après, pendant quelques mois, je ne lis pas de livres. Ça dépend. Mais bon… Dernièrement, mes lectures étaient plutôt… Moi, j'aime bien les sujets, on va dire, j'aime bien les sujets plutôt géopolitiques. Donc, d'accord. Et tu lis en français? Tu lis en français ou tu lis plus en portugais maintenant? Les deux. Je lis en français et en portugais. Donc, parfois, j'achète des livres ici, au Brésil, ou bien à une librairie, ou bien par Internet ici. Et parfois, j'achète des livres en français par Internet. Et voilà, donc ça, ce qui est bien, parce qu'aujourd'hui, on peut faire ça. Oui, c'est bien. Avant, il nous fallait des librairies bien sûr. Sur place. Et donc, je lis dans les 2 langues en fonction du sujet d'intérêt. Donc, et d'ailleurs, les derniers livres que j'ai lus étaient dans les 2 langues. J'ai lu un livre en français sur la chute de l'Albanie, du régime communiste albanais. Romancé, mais c'est le genre de sujet un petit peu hors des sentiers battus qui m'intéresse. Oui, ça doit être très intéressant, oui. Voilà, le titre, c'est La chute de l'Albanie? Non, c'est un livre qui s'appelle Les Aigles endormis et qui est un roman, mais qui traite à travers l'histoire d'une personne, comment s'est passée finalement la chute d'un régime communiste très fermé et une chute tellement rapide et tellement catastrophique qui a laissé des traces sur tout le monde. Donc ça, c'est un livre que l'auteur j'ai lu est en français, 2-3 Bertrand? jours. L'auteur est canadien. Canadien québécois ou canadien? Ouais, canadien francophone. Très bien. Donc, tu me donneras le titre, je le mettrai dans la Les description. Aigles endormis. Ouais. Ça s'appelle les Aigles endormis. J'ai beaucoup aimé. Et puis, j'ai lu des livres
j'ai lu des livres en portugais. Alors, j'ai lu aussi un livre qui était très bien, qui était sur euh, l'histoire de l'emprisonnement et la fin de Carlos Ghosn comme président de Ah Renault. oui, oui, Voilà, donc ça un a livre été. très franco-brésilien finalement, Ah oui, c'est vrai, euh, bien sûr, j'avais oublié, oui, Carlos Ghosn et est brésilien brésilien. d'origine libanaise. Oui, Et voilà la chute, son règne à la tête de Renault et puis la oui. chute à la tête de Renault-Nissan. Donc il y a un livre qui est sorti dans plusieurs langues. En français, il me semble que c'est Le Piège. Donc, moi, je l'ai lu en portugais, à Mhm. Armadilha. Mais ça, c'est pour le coup un livre international, mais il existe dans plusieurs. Ouais, et puis c'est très intéressant. Enfin, sa vie est un roman. Voilà, sa vie est un roman, exactement. Voilà. Ouais. Donc Ah, j'aime très bien bien. ce genre de sujet un petit peu, on va dire, un petit peu sur la tendance géopolitique en tout. Oui. Voilà. Oui, mais ça va, je suis sûre que ça va intéresser ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent. Et puis, c'est intéressant ce que tu dis sur l'Albanie parce que justement, enfin, moi, j'essaye de lire en portugais et j'ai lu une petite biographie de Mère Teresa en portugais qui était Mhm. albanaise. Alors, Ah, d'accord. ouais, Je ne elle savais était pas qu'elle était albanaise albanaise. et justement, son père s'est fait, on ne sait pas trop comment il est mort, mais on pense qu'il est mort parce qu'il était justement, le soir, il allait dans des réunions politiques contre Mhm. le communisme, contre le régime. Mhm. Et Mhm. un soir, il n'est pas rentré à la maison. Voilà. Donc, Ouais. maintenant, j'ai envie de lire ton livre pour voir Voilà. ce qui s'est passé exactement en Albanie. Voilà. Ça fait partie des choses. Parfois, c'est des déclics, hein, les livres. Oui. J'écoute souvent la radio française ici au Brésil. C'est aussi une Ah, possibilité finalement aujourd'hui avec les oui, moyens qu'on a. Moi, souvent, je mets France Info dans la voiture à oui. travers simplement l'applicatif du téléphone. Et donc, parfois, il y a des revues littéraires Hmm, sur les programmes de radio. Et puis, ça nous donne des idées. Donc, oui. j'avais entendu une revue littéraire sur ce bouquin à la radio et ça m'a donné envie de l'acheter. Voilà. Donc, c'est souvent des déclics, les bouquins. Oui, oui. Et peut-être que quelqu'un, là, aura un déclic en t'écoutant, Voilà. justement. Et pour terminer, je voulais te poser cette question aussi. Parce que ça fait des années maintenant que tu vis au Brésil, mais est-ce qu'il y a Oui. quelque chose qui te manque de la France? Ou rien? Rien ne te manque. Le chocolat. Le chocolat. Le chocolat français. S'il y a une chose Alors, je qui me vient à pensais, moi, l'esprit au fromage, tu vois, le fromage, le saucisson, aussi. Non, le chocolat. Bon, alors, C'est vrai que tu es un peu suisse, ouais. Le fromage Bertrand. est très différent ici, mais on a des bons fromages dans la région. Donc, je crois que Ah, j'ai très réussi bien. à pallier mon envie de fromage. En tout cas, Ah, dans cette c'est bien région du ça. Brésil, ouais, cette région du Brésil est sans doute la région qui produit le plus de fromage. Et on a d'ailleurs aujourd'hui des fromages qui ont gagné des prix internationaux, y compris en Ah, France. Donc, voilà, je crois que on arrive à rassasier l'envie de fromage. c'est du Mais fromage de vache, c'est ça? Du de fromage. vache pour la plupart, oui, oui. Et c'est comme quoi? Comme du camembert, comme du… Alors, il y a des fromages qui sont locaux, qui sont des fromages de Minas Gerais. Et il y a un fromage de Minas Gerais qui est fait. Et aujourd'hui, je trouve que c'est plus intéressant parce que il commence à affiner un petit peu plus les fromages, alors qu'il y a Ah, 20 ans, la tendance était vraiment de faire des fromages frais, des fromages à oui, pâte oui. un petit peu on va dire du petit lait caillé, mais pas du fromage affiné. Hmm, Aujourd'hui, ça change, les goûts changent et on arrive à avoir des fromages affinés. hmm. Et sinon, au Brésil, il y a beaucoup de fromages type. Alors, fromage type camembert,
type Rodochon. Les gens Tipo, ils essayent disent de... tipo, c'est Voilà, ça. voilà. Tipo brie, tipo camembert. Donc, on a un petit peu de tout. Mais comme je suis un grand consommateur de chocolat, je crois que il y a encore, chaque fois que je vais en France, il fait le plein de chocolat. C'est pas, on peut Voilà. pas dire que c'est une spécialité française. Bertrand. Non, non, Mais je comprends, mais oui, parce ouais, que en ouais. fait, le Brésil est un pays chaud, donc le chocolat n'est pas. C'était comme quand j'habitais en Espagne, le chocolat n'était pas très bon parce que il fait trop chaud en Espagne pour le chocolat et il y a pas du bon chocolat, quoi. Je Non, sais pas si non, c'est la même chose au Brésil, mais j'ai essayé d'acheter du chocolat local, mais je pense que les recettes sont différentes en fonction du climat. hmm, J'ai aussi cette impression que oui, faudrait parler avec quelqu'un qui fait du chocolat, mais j'ai l'impression que aussi bien les ingrédients que les recettes sont différentes en oui, fonction, oui, du climat. Mais en plus du chocolat, je dirais, il y a toute cette ce qui est vraiment français, c'est pâtisserie. Hein, quand on rentre oui. dans une pâtisserie, chocolaterie en France et qu'on a tous ces beaux petits gâteaux, je crois qu'il y a l'eau à la bouche, mais tous ces jolis petits gâteaux bien colorés, tu sais, dans une bonne pâtisserie, chocolaterie. Voilà, ici, c'est quelque chose qui est très rare. Il y a Hmm. quelques artisans qui sont venus s'installer, bien souvent à São Paulo ou à Rio, mais en dehors des grands centres urbains, c'est très, très difficile à trouver. Ah, Donc ça, c'est vraiment d'accord. de manger une bonne pâtisserie, une bonne Oui. chocolaterie. Voilà. Mais il y a les brigadeiros, les Oui, petits. oui, Ça, c'est du pas, chocolat, ça. pas très fan, pas très fan. C'est trop sucré, non? Non, Moi, je sais, ici, ouais, ici trop j'ai sucré. goûté au Portugal et c'est une boule de sucre pour moi. Les Brésiliens me pardonneront, les Brésiliens qui écoutent me pardonneront, mais oui, les Brésiliens en général, je trouve, adorent le sucre. Ouais, Donc, en fait, un dessert, c'est souvent quelque chose de très sucré. Alors trop. que en France, on aime bien les desserts qui sont finalement pas très sucrés. Oui. Euh, et ici, je crois que l'histoire du pays avec le sucre, qui est Ah, un ingrédient qui a toujours été en abondance, oui. fait que les gens font énormément de choses très sucrées, des fruits au Hmm. sirop, des fruits Ah confits. oui. Et Voilà. puis le lait condensé aussi. Ils Voilà, le lait utilisent beaucoup condensé de sucré, ouais, énormément. Ils utilisent énormément le lait concentré sucré. concentré, ouais. Euh, et aussi l'influence portugaise des desserts à base d'œufs. Oui, Hein. Les beaucoup de les flancs. quindim, Hmm. ambrosie, qui est un espèce d'œuf qui est justement condensé dans le sirop. Hein, c'est Ah ouais, un, alors là, voilà. ouais, Donc, très sucré là. Ouais. voilà. Donc, beaucoup de sucre et d'œuf. Oui, c'est la même chose au Portugal, hein. On retrouve les mêmes desserts, je pense, et on trouve Oui, aussi que c'est trop sucré pour notre palais, on va dire. voilà. Alors, j'ai des amis brésiliens qui ont étudié un petit peu de la gastronomie et qui, pour certains, travaillent dans des métiers de gastronomie. Ouais. Et, et c'est vrai que quand je vais en France et je leur envoie une photo d'une belle pâtisserie, ils me disent, oh là là, ça, on aimerait vraiment pouvoir goûter un petit peu à tout ça. Hein. Voilà. Bon, bah voilà, Bertrand, tu sais ta prochaine reconversion, pâtissier, chocolatier à Belo Horizonte. Voilà. Peut-être que je ferai encore un cours pour apprendre ça. Pourquoi pas? Très bien, merci beaucoup, Bertrand. Est-ce que tu as un mot de la fin pour, c'est surtout pour les personnes qui veulent apprendre une langue. Toi qui Hmm. as appris tant de langues, hein, tu connais l'espagnol, tu es polyglotte en fait. Portugais, Espagnol, espagnol, portugais et anglais. anglais, Voilà, quand oui, même. oui. Trilingue, Mais quadrilingue. écoute, tu me fais penser à quelque chose parce que
j'ai vu dernièrement sur les réseaux sociaux un article, mais qui était une reprise d'un article un petit peu plus ancien de The Economist, Mm. qui, à mon avis, est toujours une merveilleuse revue en termes d'information Mm. anglaise, euh, mais qui est vraiment une revue de qualité. Et en fait, il y avait ils ont fait un reportage il y a quelques années sur, outre l'anglais, qu'est-ce que vous devriez apprendre comme langue, Oui. hein. Et, et en fait, ce reportage disait, il y a très peu de chances euh, que l'hindi ou le mandarin deviennent vraiment des langues universelles. Ah. Et outre l'anglais qui est vraiment diffusé à travers le monde, Mm. voilà, il faisait le constat que les anglophones apprenaient très peu d'autres langues. Et Mm. il disait, qu'est-ce que vous devriez apprendre? Et il disait, naturellement, vous devriez apprendre le français. Donc, sans être trop chauvin, mais pourquoi? Parce que le français outre l'anglais, finalement, la langue qui a le plus de diffusion internationale, euh, qui est utilisée dans tout le monde, le Moyen-Orient, le monde arabe, le continent africain, Mm. en Amérique du Nord, dans certains pays d'Asie aussi, Mm. et puis même dans des pays qui n'ont pas le français comme langue maternelle. Toi qui habites Mm. au Portugal, tu sais le nombre de Portugais qui parlent français. Oui. Plusieurs millions de Portugais parlent français. Oui. Euh, donc finalement, voilà, cet article disait que s'il y avait une autre langue à apprendre en plus de l'anglais, ça serait certainement le français. Et voilà, sans faire trop de cocorico, mais je pense que c'est effectivement une langue qui donne une ouverture internationale importante. Et pour moi, ça sera important en tout cas que les Mm. enfants parlent bien le français. Je pense que ça sera vraiment un atout pour eux. Et puis, je dis toujours à mes élèves anglophones que dans l'anglais, il y a 60% des mots qui sont français, en fait. Il y a une origine. Oui, oui, l'histoire a fait ça. Donc, et le français aussi était la langue de, enfin, je ne sais pas si c'est toujours, je La pense langue que c'est, officielle de la royauté britannique pendant très longtemps. oui, 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 et c'est la langue de la diplomatie. Bon, oui, maintenant, je pense que c'est un toujours. peu fini. Je pense que Non, je pense l'anglais pas. a pris. Mm. Non, il me semble que dans les Mm. sphères diplomatiques, à l'ONU, etc., le français est toujours très, très Mm. pratiqué. Ah. Très bien. Ben, écoute, c'est parfait pour terminer cette conversation. Merci beaucoup, Bertrand. Tu as bien promu le français. Merci. Merci pour cette invitation, Alice. C'est très gentil. Merci C'était un beaucoup. plaisir de discuter. Merci beaucoup. Mettez dans les commentaires si qu'est-ce que vous avez pensé de cette conversation. Si vous êtes brésilien, est-ce que vous pensez aussi que les pâtisseries sont trop sucrées ou est-ce que vous les aimez? Et puis mettez dans les commentaires si vous pensez lire les livres que Bertrand a recommandés ou si vous les avez déjà lus. Enfin, partagez dans les commentaires. Et merci encore, Bertrand, pour cette conversation passionnante. Et à bientôt, la communauté. Au revoir. Au revoir. Au revoir.